Bonjour et bienvenue. Quiconque apprend l'anglais se heurte à un moment ou à un autre à ce qui est peut-être son plus grand défi, les fameux verbes irréguliers. Mais aujourd'hui, promis, on va enfin les démystifier ensemble. Ah, la voilà, la question que tout le monde se pose. Pourquoi la plupart des verbes se terminent bien sagement par ed, alors qu'un petit groupe de rebelles semble n'en faire qu'à sa tête? C'est une confusion tout à fait légitime et on va y voir beaucoup plus clair. Allez, on commence par le commencement, définir le cœur du problème. Qui sont-ils exactement ces verbes qui refusent de suivre les règles? Alors voilà, pour la majorité des verbes comme want, c'est simple, c'est logique. On prend le verbe, on ajoute ed et hop, on a le passé. Wanted. Facile. Mais avec un verbe comme eat, eh bien ça ne marche pas. On ne dit jamais eated, mais ate. C'est là que les ennuis commencent. En fait, pour le dire simplement, un verbe irrégulier, c'est juste un verbe qui a sa propre forme bien à lui pour le passé. Une forme unique qu'il va falloir mémoriser parce qu'elle ne suit aucune logique apparente. Bon, maintenant, la question qui tue. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils existent, ces verbes? La réponse, en fait, elle est assez fascinante et elle nous vient tout droit du passé. Et voilà la clé qui change tout. Ces verbes ne sont pas faux ou illogiques, non, ce sont des reliques, des sortes de fossiles de la langue, des vestiges des toutes premières formes de l'anglais qui ont survécu à travers les siècles. Réfléchissez-y une seconde. Les verbes les plus anciens, les plus fondamentaux comme speak ou eat gardent leur forme irrégulière historique. Mais à l'inverse, les verbes tout neufs, ceux qui viennent de la technologie par exemple, comme Google ou Zoom, eh bien eux, ils suivent tous la règle simple du ed. En fait, la langue a juste évolué vers plus de simplicité avec le temps. Bon, assez parlé d'histoire, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour dompter ces verbes? Il y a une stratégie qui marche vraiment très bien. Le plus important, c'est de ne surtout pas essayer de tout apprendre d'un coup. On se noierait. Non, on commence par les plus utilisés. Go, do, say, ceux qu'on croise tout le temps. Et ensuite, pour les autres, on va utiliser une petite astuce. On va chercher leurs points communs, des fameux schémas. Et c'est là que ça devient intéressant. On va révéler ensemble les modèles secrets que suivent en réalité beaucoup de ces verbes prétendument irréguliers. Et ça, c'est la clé. Comprendre ces schémas, ça change tout. Pas seulement parce que la mémorisation devient soudainement plus rapide, mais aussi parce que ça permet d'éviter une erreur très fréquente. Confondre le passé simple et le participe passé. Alors regardons le premier grand schéma. Ici, tout se joue sur la voyelle au milieu du verbe, qui change de façon prévisible. Le i du présent devient un a au passé simple, puis un u au participe passé. Écoutez bien la musique. Sing, sang, sang. Drink, drank, drink. Vous entendez? C'est presque une mélodie. On passe au schéma le plus simple et honnêtement le préféré de tout le monde, celui où rien ne change. Put reste put au passé et put au participe passé. C'est un vrai cadeau celui-là. Voici un autre modèle très courant, qui concerne cette fois le participe passé. Pour des verbes comme break ou drive, le participe passé se termine presque toujours par en. Broken, driven. Une fois qu'on a repéré ça, c'est quand même beaucoup plus facile à retenir, non? Bon, il faut être honnête. Il y a quelques verbes qui sont de vrais solitaires. Ils ne suivent aucun schéma, aucune règle. Ceux-là, il faut simplement les apprendre par cœur. La bonne nouvelle, c'est que ce sont souvent les plus courants, donc on les rencontre tellement souvent que ça finit par rentrer. Ok, maintenant qu'on a les stratégies, voyons comment les mettre en pratique pour que ces verbes s'ancrent une bonne fois pour toutes dans notre mémoire. Il n'y a pas de secret, la pratique, c'est la clé. On peut se tester avec des flashcards, c'est classique mais efficace. Lire des histoires, ça aide à voir les verbes en contexte. Et surtout, un truc qui marche du tonnerre, écrire ses propres phrases. Raconter ce qu'on a fait hier, par exemple. C'est un moyen incroyable de se les approprier. Et tenez, une petite astuce très moderne et super puissante. Il suffit de demander à une intelligence artificielle comme ChatGPT de nous générer des exercices sur mesure. C'est un moyen génial d'avoir instantanément des textes remplis de verbes irréguliers à analyser. Se créer son propre tableau de verbes, c'est aussi une super technique. On peut l'afficher quelque part où on le voit tous les jours, sur le frigo, dans la salle de bain, et chaque fois qu'on passe devant, on se répète les 3 formes à voix haute. Eat, ate, eaten. Ça aide énormément à la mémorisation. Finalement, l'idée à retenir, elle est assez simple. Au lieu de subir passivement des listes de verbes, il faut les aborder de manière active, avec une méthode. En identifiant les schémas, en pratiquant intelligemment, on transforme ce qui était une corvée en une sorte de jeu de décodage. Et c'est beaucoup plus motivant. Et pour finir, je vous laisse avec une petite pensée. Et si, au lieu de voir ces verbes comme des erreurs de la langue,
On les voyait plutôt comme sa personnalité, comme son histoire. Chaque irrégularité est une petite cicatrice du passé qui rend l'anglais si unique et si vivant. Et c'est peut-être ça le vrai secret pour finir par les apprécier.